Voilà, donc c'est parti, on y va. Chers amis de Saint-Barthélemy, Monsieur le Président, chers élus, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel espace d'échange pour donner suite à nos rencontres territoriales mensuelles en direct avec la population et les socioprofessionnels. Comme vous le savez, c'est la quinzaine du handicap à Saint-Barthélemy. C'est donc le thème qui sera abordé sur cette édition et l'occasion pour tout à chacun de s'exprimer en direct face aux élus et à un panel de professionnels de la santé et de qualité présents ce soir. Des événements tout au long de cette quinzaine ont été mis en avant sur notre île. C'est le handicap autrement, sous toutes ses formes, qui vont être abordées. Les problématiques, les pistes d'amélioration, les solutions immédiates et les actions menées pour le bien-être de tous, sans exclusion. Pour lancer les débats, j'invite Aurélie Garrigue. C'est toi qui commences. Oui, c'est Aurélie. Ok. C'est ce qu'on m'a dit. Qui est chargée du handicap. Je te laisse la parole. Tu n'étais pas prête ? Tu préfères que ça soit toi, Amandine ? Ok. Alors je laisse le micro à Amandine Di Natale, qui va nous expliquer un petit peu son programme. Bonjour à tous et merci d'être présents parmi nous ce soir pour échanger sur la thématique du handicap. Petit rappel en effet du contexte de ces échanges. Il y a un an de ça, la ministre de l'Autonomie, Madame Charlotte Parmentier-Lecocq, s'est rendue sur Saint-Barthélemy dans le cadre de sa tournée dans les territoires ultramarins, qui a donné du coup lieu à un rapport mettant en évidence et pointant donc les qualités, spécificités de chaque territoire, mais également donc les points d'amélioration à pouvoir apporter pour faciliter l'intégration des personnes en situation de handicap. Depuis ce moment, nous avons travaillé, nous continuons à travailler, notamment par l'élaboration d'une convention tripartite avec, d'une part, la CNSA, qui est la branche autonomie nationale, la branche nationale autonomie, l'Agence régionale de santé, qui est l'autorité compétente pour la planification et l'autorisation des dispositifs médico-sociaux, et la MTPH, donc de la collectivité de Saint-Barthélemy. Cette convention a pour intérêt d'engager chaque partie à proposer des solutions afin de faciliter l'inclusion des personnes en situation de handicap, l'inclusion scolaire, l'inclusion au niveau de l'emploi, mais également donc, faciliter les accès dans la vie du quotidien, les accès aussi au niveau de la santé. Voilà, donc vous comprendrez que cette démarche appelle à la mobilisation de nombreux acteurs, aussi bien institutionnels que des acteurs du secteur de la santé, médico-sociaux, mais également donc, des acteurs des entreprises privées, le tourisme, le commerce pour l'accueil de personnes en situation de handicap, notamment sur l'emploi. Et en parallèle, nous allons aussi lancer les travaux de construction du schéma territorial médico-social dans le but d'inscrire dans le temps cette dynamique. Schéma pour lequel les acteurs parties prenantes, mais également les bénéficiaires seront conviés à participer. Voilà. Est-ce que vous voulez prendre la suite ou je continue peut-être à exposer ? On m'a donné un déroulé dans lequel tu es, donc c'est pour ça que je me permets de... Si tu veux bien. Merci. Aurélie Garrigue. Donc, bonsoir, j'ai été nommée chargée de mission. Je suis arrivée au mois d'août 2025 pour vraiment travailler sur les situations de handicap, être au service avant tout des bénéficiaires. Donc, pour faire un point sur les bénéficiaires actuellement sur Saint-Barthélemy, il y a 70 enfants en situation de handicap, 197 adultes. Donc on a une prévalence chez les enfants qui est largement supérieure à ce qu'on trouve en métropole et chez les adultes largement inférieure à ce qu'on trouve en métropole. Donc on voit très clairement que la situation est en train d'évoluer sur Saint-Barthélemy.
d'un point de vue peut-être plus qualitatif, ce qui explique le fort taux de prévalence chez les enfants, c'est notamment nos services de dépistage et de diagnostic qui sont extrêmement opérants. On a une PMI qui voit, je pense, à peu près tous les enfants de l'île, c'est une vraie richesse. Derrière, on a le CAM, c'est l'association Emma aussi, qui interviennent très tôt pour rencontrer les enfants, mettre en place les diagnostics et les démarches afférentes aux soins. Donc le taux de handicap élevé chez les enfants est vraiment, je pense, du fait d'un très bon repérage au plus tôt, ce qui correspond tout à fait aux recommandations de la Haute Autorité de la Santé. Chez les adultes, le diagnostic est un petit peu plus contrasté. Là, je pense qu'il y a des spécificités assez propres à Saint-Barthélemy, même si ce n'est pas un territoire que je connais bien et depuis longtemps. Je pense que la situation du handicap reste quand même assez particulière, souvent cachée dans les familles, et les familles ont du mal à venir jusqu'à nous pour demander de l'aide. Elles ont l'impression que elles demandent alors qu'en fait c'est un droit et qu'elles peuvent y prétendre. Donc là, je pense que pour faire évoluer les mentalités, il va falloir du temps pour comprendre que non, le handicap, en fait, les personnes vulnérables, elles sont prises en charge par l'ensemble de la société. C'est pas réservé à quelques personnes, c'est vraiment un droit au service de tous. Sinon, que vous dire d'autre, comme vous a expliqué Madame Di Natale, on est en plein dans les travaux. Par rapport à ça, déjà, il faut quand même préciser qu'au niveau MTPH, c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais on est quand même super performant. J'insiste un peu là-dessus. Les dossiers sont traités en 3-4 mois sur notre territoire. En fait, dès la prochaine CDAPH, les dossiers sont traités. Donc, il n'y a vraiment pas de délai d'attente. C'est extrêmement qualitatif puisque je reçois toutes les personnes qui déposent un dossier si elles le souhaitent. Pour les premières demandes, c'est vraiment une étape indispensable, ce qui permet de réajuster au mieux les besoins par rapport aux compensations qu'on peut proposer. Dans l'aspect aussi très qualitatif de notre travail, le médecin MTPH, notre médecin de PMI a des prestations dégagées, des temps dégagés pour accueillir tous les bénéficiaires MTPH qui font une première demande ou quand leur situation a changé. Donc là aussi, il y a une situation en direct avec le médecin. Je ne suis pas sûre que ça se fasse dans d'autres territoires. Donc on a vraiment, je trouve, une prise en charge extrêmement qualitative des bénéficiaires au niveau de la MDPH. Après, bien sûr, il reste des choses à travailler, mais globalement, je trouve qu'on peut quand même être assez satisfait de ce qui se passe. Dans les écoles aussi, je voudrais quand même souligner un point qui m'a étonnée à mon arrivée. Il y a beaucoup d'enfants qui sont suivis par des AESH. Tous les postes d'AESH sont pourvus. Là aussi, je pense que c'est nulle part ailleurs, ces taux-là à l'éducation nationale dans les écoles. L'IME, il a mis du temps à voir le jour, puisque si on reprend un petit peu l'histoire, ça a été long. Mais maintenant, ça y est, il est en place. Tous les enfants qui ont des notifications et pour lesquels les familles le souhaitent sont accueillis à l'IME. Donc là aussi, un gros progrès. La masse est en train de se mettre en route. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Mais même chose, toutes les personnes qui ont des besoins clairement identifiés vont pouvoir être accueillies très rapidement. Là aussi, il faut bien avoir en tête que les AESH en métropole, on les attend, elles sont divisées en 10 élèves, ça n'a plus aucun sens. La place en IME, on l'attend 5, 6, 7 ans, quand c'est trop tard, et on met des amendements cretons parce qu'il n'y a pas de place ensuite quand on bascule chez les adultes. Donc vraiment, par rapport à ça, Saint-Barthélemy est un territoire qui peut être fier de sa politique du handicap, en tout cas des choses qui sont mises en place, même si effectivement, il reste beaucoup de travail et qu'on cherche à améliorer les choses. Merci Aurélie. Avant de donner la parole à Monsieur le Président, j'aimerais m'excuser. C'est Marie-Angèle Aubin qui va arriver un petit peu plus tard. Elle vous prie de l'excuser. Elle viendra donc d'ici une demi-heure et elle nous parlera bien évidemment de son point de vue en tant que présidente de la CDPH. Voilà, je laisse la parole tout de suite à Monsieur Xavier Lédé. À vous, Monsieur le Président. Merci Philippe. Écoutez, c'est vrai que c'est un sujet qui est toujours sensible et donc on le voit d'ailleurs
qu'aujourd'hui c'est pas le plus sexy entre guillemets, et on sent que c'est pas évident de faire bouger les gens sur ce sujet. La réalité, c'est que vous l'avez dit toutes les deux, il y a des choses qui se font aussi bien à Saint-Barthélemy, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail à faire. La collectivité a une part de ce travail dans les mains. Je pense aux infrastructures, hein, où les projets avancent, et voilà, après pas mal d'échanges aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on souhaitait être sur Saint-Jean, parce que Saint-Jean deviendra assez rapidement, c'est jamais assez rapide, et puis ça a mis suffisamment de temps, mais en tout cas Saint-Jean deviendra d'ici quelques années un centre assez privilégié et assez principal sur les questions du handicap, avec la construction du pôle autonomie juste derrière sur le terrain, et avec du coup l'autre question qui va avec, qui est l'inclusion au quotidien des personnes en situation de handicap, et d'où l'intérêt effectivement d'avoir ce site à venir à proximité des infrastructures sportives notamment, à proximité des futures écoles, pour que les personnes en situation de handicap puissent être aussi intégrées que possible dans la vie du quotidien. Et voilà, on voit toute l'importance que ça peut avoir, notamment au niveau des plus jeunes, où je repense souvent cet exemple, mais voilà, j'ai eu l'occasion de voir mon fils qui avait une petite fille de 3 ans et demi dans sa classe, enfin 2 ans et demi à l'époque, et de voir que pour des enfants, il n'y a pas de question de handicap, il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. Bien sûr, chacun est particulier, mais c'est une copine de classe comme une autre. Et voilà, on ne se pose pas de questions. Là où, en grandissant, malheureusement, on rajoute souvent un peu plus de jugement, un peu plus d'appréhension, alors qu'on doit être capable de tous vivre ensemble. Donc voilà, ce travail est là. Maintenant, le but du jeu, c'est aussi avant tout de vous écouter, d'avoir les retours que vous pouvez avoir et les questions que vous pouvez avoir. On le sait sur Saint-Barthélemy. Alors, tu disais, Aurélie, les chiffres. Moi, j'ai une autre vision sur la partie adulte. C'est aussi qu'il est très compliqué, malheureusement, d'être en situation de handicap à Saint-Barth avec le temps qui passe. Donc, possiblement, on a aussi de plus en plus de personnes qui quittent l'île à cause de situations de handicap. Et c'est une des difficultés, c'est de réussir à garder aussi les personnes sur l'île, être capable d'accompagner par les infrastructures, à accompagner financièrement aussi. On en reparlera certainement de tous les déplacements, du coût que ça peut représenter, des difficultés d'être accompagné financièrement sur ces déplacements. Et ce qui fait qu'à un moment, peut-être qu'on fait le choix de ne plus être à Saint-Barthélemy parce que c'est extrêmement compliqué au quotidien. Sur les plus jeunes, ils ont souvent la chance d'avoir des parents qui sont très volontaires et complètement dédiés. Mais là aussi, on doit être capable de faire mieux, de faire plus. Voilà, on parlait de l'accompagnement sur du déplacement, où on ne cache pas que ça fait 4 ans qu'on travaille avec l'ADOM sur un accompagnement du 2e parent sur les déplacements. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Forcément, quand vous avez un petit qui a 1, 2, 3, 5, 10 ans, qui doit être suivi à l'extérieur de l'île, eh bien, c'est compliqué pour un parent de partir tout seul. Et en même temps, pour les 2 parents de partir alors qu'une seule partie des billets est prise en charge, alors que du coup, les 2 doivent arrêter de travailler le temps d'un traitement, le temps d'un suivi. On voit que tout ça est extrêmement compliqué, et c'est sur toutes ces choses-là que nous devons continuer de travailler pour mieux accompagner. Au-delà, évidemment, de tout ce qui est accessibilité. L'île de Saint-Barthélemy, comme beaucoup de villes, malheureusement, aujourd'hui, s'est construite au fil des ans avec une connaissance, une prise en charge moindre, une prise de conscience moindre sur le handicap. Et donc, on voit bien que sur toutes les infrastructures aujourd'hui, sur les nouvelles, évidemment, la réflexion est menée. Donc, vous allez avoir des ascenseurs, vous allez avoir des ouvertures qui sont plus importantes pour laisser passer un fauteuil. En revanche, sur tout ce qui a été construit il y a 10, 20, 30, 40 ans, on se rend compte que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc même si sur Gustavia, par exemple, on a travaillé à des parcours, on doit continuer de le faire, parce que je pense que lequel d'entre nous qui n'a pas l'habitude, si on le met dans un fauteuil aujourd'hui, ne serait-ce que sur Gustavia, alors même qu'il y a un parcours qui a été travaillé, eh bien on sera bien incapable d'aller d'un point A à un point B, et c'est là qu'on se rend réellement compte, alors que, comme je l'ai dit il y a quelques jours, tout le monde, au final, est confronté de près ou de loin dans sa vie au handicap, que ce soit de manière permanente, que ce soit avec le vieillissement, que ce soit d'un proche, que ce soit, encore une fois, par une simple fracture d'un bras, ou même, j'ai envie de dire, une coupure sur une feuille de papier, où on se rend très vite compte que dès qu'on est diminué sur une de ces activités, eh bien, on se retrouve en difficulté. Alors, quand on le vit au plus long terme, ça permet certes de développer d'autres compétences, développer d'autres capacités, mais néanmoins, tout ce qui peut être fait pour accompagner, pour faciliter la vie, on doit y penser. Donc voilà un petit peu aussi toutes les raisons de cette rencontre aujourd'hui au sein de cette quinzaine du handicap, en espérant que ça puisse et apporter des réponses et permettre à certains, ici ou sur les réseaux, de poser des questions et de témoigner aussi. Merci en tout cas. Merci, Monsieur le Président.
Je vous rappelle, comme je vous l'ai dit précédemment, que nous sommes retransmis sur Facebook Live. Donc s'il y a des internautes qui nous suivent, si vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez pas et on y répondra et on mettra sur la table bien évidemment vos commentaires. Une dernière chose, si vous souhaitez prendre la parole, merci de vous présenter. Comme ça, on sait exactement qui prend la parole et c'est beaucoup plus simple. Je redonne la parole à la personne qui veut parler, qui veut dire quelque chose, qui veut poser une question. Bonjour, je suis Albin Adjon. Donc, c'était pour donner un peu plus d'informations sur notre situation de famille. Donc, on a une situation de famille qui reste assez compliquée, donc avec 2 enfants en situation de handicap. Ma conjointe elle-même en situation de handicap. Donc, on se retrouve à 3 personnes du même foyer en situation de handicap. Donc, associé à ça, donc, nous avons des déplacements à effectuer donc, en Guadeloupe pour les soins de notre dernier, avec des déplacements par mois, donc de minimum 1 semaine, avec des frais associés qui ne sont pas pris en compte par aucune des structures. Donc, à savoir, on a donc des locations de voitures, on a de logement, la nourriture à nos frais. Le billet d'avion d'un seul des parents qui est payé. Donc ça commence à faire long, même si c'est comparé à certains, c'est pas beaucoup. Mais ça fait déjà 4 mois où on se retrouve en fait à partir en Guadeloupe pour diverses raisons. Et donc les différentes avec le premier de nos enfants, donc on a une complication aussi, donc à savoir il est suivi par le docteur Révol. Donc on avait un déplacement à effectuer donc à Lyon, donc le 15 mars dernier. Et le problème a été que nos démarches avaient été faites en temps et en heure, donc depuis le 30 janvier. Et à pratiquement 5 jours de notre départ, en fait, la CPS nous apprend qu'elle prendra à charge un seul billet des parents, sachant qu'un certificat avait été dressé donc, dans ce sens-là pour que le billet des 2 parents soit pris à charge. Et donc à 5 jours du départ, on nous annonce non, c'est qu'un seul des parents, sachant que en fait, c'était le médecin conseil qui nous a demandé d'effectuer donc cette démarche. Et elle-même, ensuite, s'est vue rappeler le praticien pour en fait essayer de savoir si on était obligé d'être les 2 parents présents à ce rendez-vous. Et le docteur Révol lui a répondu, donc est-ce que vous savez, en Guadeloupe, est-ce qu'il y a l'équivalent de mon service en Guadeloupe? Et il lui a répondu, non, du tout. Donc à ce moment-là, en fait, le médecin conseil a pris part de sa propre décision à nous dire que on était obligé de payer notre propre billet. Donc à 1 semaine du départ. Donc la location de voiture n'était pas faite. La structure qui devait nous héberger, donc tous les documents étaient faits, mais il y avait ce billet-là qui est en suspens, plus la location, et ainsi de suite. Donc à un certain moment, ça devient plus que compliqué. Et la maison du petit monde, en fait, sachant que nous sommes résidents Saint-Barth, donc on n'est pas résident fiscal France, donc à ce moment-là, nous fait payer un plein tarif. Donc à un certain moment, en fait, on n'a pas de papier en tant que résident français, donc résident fiscal français. Et donc à ce moment-là, en fait, on se retrouve à payer donc tout et n'importe quoi. Donc et même les frais qui sont associés. Donc le 2e parent qui paye son billet d'avion, les locations et ainsi de suite ne rentrent pas sous une prestation quelconque. Donc à ce moment-là, en fait, on vient nous dire, en fait, débrouillez-vous quoi, débrouillez-vous. Donc à un certain moment, nous-mêmes parents, on se pose la question si on doit continuer à donner des soins à nos enfants. Et ça commence à devenir triste et même malheureux, en fait, que la population est obligée d'arriver à ce niveau de prise de tête pour se faire entendre, quoi, parce que ça devient très, très triste. Moi-même, je suis agent de collectivité, donc je travaille pour la collectivité. Et à savoir, donc, un concours s'est ouvert en tant que gardien brigadier. Et je n'ai pas accès à la préparation du concours parce que j'ai demandé un congé longue maladie pour m'occuper de la santé de mes enfants. Donc ça commence à être triste. Ça commence vraiment à être triste. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui peut être fait là, à l'heure actuelle, pour changer tout ça. Mais moi, j'ai demandé en fait à être là présent aujourd'hui devant vous, devant toute la population, parce que j'ai un ras-le-bol. J'ai un ras-le-bol parce que moi, je m'occupe de mes enfants. Je m'occupe de ma conjointe qui est elle-même handicapée.
Et je me retrouve là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut apporter peut-être, Alexandra? Je te remercie pour ton témoignage et on a déjà pu échanger un petit peu avant et ça fait quelques semaines que tu nous as contactés. Je sais que tu avais déjà échangé avec Xavier sur ce sujet. Ce qui est difficile, c'est que c'est un sujet qui est très humain et malheureusement, j'ai le sentiment que l'administration est là et c'est là où nous, les équipes du service social, vous allez pouvoir nous éduquer dessus. C'est toujours des cases à cocher en fait. Il y a très peu d'humains et on est face à des situations où c'est beau d'être sur un territoire comme Saint-Barth, d'être sur une île comme Saint-Barth, mais si on ne peut pas aider justement et si on ne peut pas mettre en place ce qu'il faut pour accompagner les familles, je te disais tout à l'heure, John, je ne vois pas pourquoi. Il y a des médecins qui t'ont même conseillé d'aller vivre en France. Mais pourquoi tu devrais quitter ton île? Pourquoi tu devrais quitter ta famille? Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal et c'est là où même si on a des choses qui vont mieux qu'en France, on doit pouvoir faire mieux et j'apprécie le travail que vous avez mené, en tout cas toute l'équipe. Je sais Cécile aussi, elle a accompagné sur tout ce travail pour pouvoir alerter, passer des moments ensemble. Pour moi, en tout cas en tant qu'élue, ça m'a permis d'échanger avec des familles sur leur quotidien, dont je pense que beaucoup d'entre nous ne nous rendons pas compte au jour le jour la difficulté que ça peut être. Et c'est là où, en tant qu'élu, on doit répondre à toutes ces problématiques le plus rapidement possible et aussi ne pas hésiter à sortir des fois des cadres peut-être nationaux pour apporter une aide quand on le peut, surtout quand on est dans notre collectivité. Je ne sais pas où on sent un petit peu par exemple les réponses qu'on peut apporter aux familles qui, elles, ne peuvent pas avoir d'aide pour les 2 parents. Est-ce que c'est un sujet que vous avez déjà pu aborder ? C'est un sujet qui est en cours, en effet, puisque la situation, on la découvre là en même temps que vous aussi. Comme je disais, on a aussi un dialogue qui se fait au niveau national pour mettre, nous, en avant justement toutes les ruptures de parcours de santé qu'on peut trouver sur l'île, les mettre en lumière et pouvoir apporter des solutions adaptées au territoire de Saint-Barthélemy. Donc c'est en effet un travail qui est en cours et on fait entendre la voix et d'où l'intérêt, comme je vous disais, de venir participer le plus nombreux possible sur le travail de construction du schéma territorial social pour pouvoir en effet poser cet état des lieux et construire ensemble sur les solutions à pouvoir apporter sur le territoire. Mais en dehors de ce que le code social et en tout cas ce que le gouvernement a mis en place au niveau du social, est-ce que nous, on a la possibilité d'accompagner en tout cas les familles de notre île quand elles ont ces besoins? Un peu plus, du moins, au moins leur enlever ce fardeau d'inquiétude déjà parce qu'il y a aussi la santé de leur enfant et maintenant il y a la santé financière aussi qui reste une question quand même. Comment nous, on peut... je vois qu'on accompagne des jeunes sur des subventions, on accompagne plusieurs projets. Est-ce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas une marge de manœuvre un peu plus grande ? C'est tout le paradoxe de la chose, c'est que c'est vrai qu'il faut mettre des critères, et que très souvent les critères sont financiers, et que quelque part on se retrouve dans un système où il faut d'abord trop dépenser, entre guillemets, pour avoir accès aux aides. Donc il faut effectivement qu'on puisse travailler à avoir les autres alternatives. Ensuite, il y a évidemment toutes les aides d'État, et c'est sur ça où il est important de pouvoir faire remonter les situations, ce que fait le service, évidemment. C'est des discussions, alors malheureusement, qui sont longues parce que pour faire bouger les choses, a fortiori dans on va dire la situation actuelle de la France sans rentrer dans les détails, c'est tout sauf évident. Néanmoins, il faut continuer. Il va falloir qu'on regarde aussi à nos niveaux quelles sont les marges de manœuvre avec des avis médicaux, avec ce genre de situation pour regarder ce qui peut être fait en accompagnement pour ne pas laisser les personnes dans une telle détresse. Parce que oui, il y a trop de cas, il n'y en a pas forcément 400, même 1 ou 2, ça sera toujours trop. Et donc il faut qu'on puisse continuer de travailler pour avoir un meilleur accompagnement, au-delà des infrastructures, mais aussi sur les besoins de déplacement ou autres qui peuvent exister. La suite, Amandine, c'est bien? Oui. Donc effectivement, ça ne concerne pas de très nombreuses situations et c'est là où vraiment l'insularité
pèse au niveau financier. Enfin, quand il y a un déplacement à faire, quand on est en métropole, forcément, c'est pris en charge par la CPAM. On n'a pas forcément l'hébergement aussi longtemps à payer et qui revient aussi cher. Il y a aussi des dépenses un petit peu annexes, mais qui sont liées à l'insularité. Ici, quand on doit faire venir du matériel, c'est cher parce qu'il y a le transport à payer, il y a les droits de quai à payer. Et là aussi, quelque part, c'est injuste entre une famille qui est en métropole et qui paye sa TVA, bien sûr, classique, mais n'a pas d'autres dépenses, alors qu'il y a parfois du matériel qui est déjà très coûteux à la base, et on rajoute en plus les droits de quai, les frais de transport, et là aussi ça fait un excédent à payer pour les résidents Saint-Barth. Après, moi je ne sais pas comment on peut concevoir ça, mais en tout cas qu'il y ait une prise en charge pour ce trop à payer du fait de l'insularité. On le faisait avec les voitures électriques lorsqu'elles étaient acheminées sur l'île, en enlevant les droits de quai. Je pense qu'il y a tout à fait quelque chose qui peut être proposé en commission sociale sur comment on peut, en tout cas à l'acheminement du matériel, enlever les droits de quai. Après, on a aussi, je crois, à chaque nouvel début de mandature, on peut aussi apposer de la défiscalisation sur certains secteurs. Je ne sais pas si ça serait pertinent dans ce cas-là. C'est plus pour les entreprises, mais si des entreprises d'accompagnement d'aide à la personne venaient à se monter, ça permettrait en tout cas à ces entreprises de pouvoir se doter de matériel à un meilleur coût. Mais il y a définitivement une réflexion à mener là-dessus, parce que si c'est ce qu'on peut faire pour aider, il n'y a pas de sujet. Et encore une fois, c'est pas des sommes énormes et c'est pas un nombre de personnes délirantes non plus. Ça reste, ça se compte sur les doigts d'une main. La défiscation, c'est plus compliqué parce que on est vraiment sur un investissement d'entreprise, etc. Par contre, sur le droit de quai, ça peut se regarder. Il faut aussi qu'on s'assure et peut-être avoir des fiches navettes ou quelque chose qui puisse être mise à disposition, de s'assurer que la TVA est aussi bien enlevée. Parce que très souvent, on a cette difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas l'habitude d'expédier sur Saint-Barthélemy et qui ne maîtrisent pas forcément les textes, qui refusent parfois de retirer le droit de quai parce qu'ils ne savent pas que c'est une exportation, ou qu'ils vont demander un numéro intracommunautaire qui ne nous concerne pas. Donc les deux peuvent être faits, et ensuite, oui, sur la nomenclature, on peut effectivement travailler à voir comment exonérer sur les achats de matériel bien spécifiques. Quelqu'un veut prendre la parole ? John ? Donc, à savoir, mon fils, donc Joey, donc, est amené en fait à avoir différents praticiens par rapport à une chirurgie qu'il a subie. En plus de ça, donc, il se retrouve avec une anomalie génétique. Donc, en fait, on se retrouve dans le flou par rapport à sa situation. Actuellement, Joey est reconnu enfant en situation de handicap. Donc, en fait, on est tout le temps obligé de quitter l'île pour aller voir des différents praticiens, même ne serait-ce qu'un kiné pédiatrique, on n'en a pas ici. Donc, on se retrouve très, très, très compliqué à faire des démarches, des contacts en Guadeloupe, des contacts en France, à appeler, à demander, savoir s'il y a possibilité d'avoir des rendez-vous et qui n'aboutissent des moments à rien. Là, nous avons fait donc une demande pour l'hôpital donc Necker, donc à Paris, pour son suivi, parce qu'il était suivi donc par une pédiatre de Guadeloupe qu'on a vu donc au mois d'octobre, et qu'on n'a plus eu de nouvelles depuis le mois d'octobre, à part au mois de janvier où on nous a dit oui, on ne vous a pas oublié, mais toujours pas de rendez-vous. Donc en fait, on a fait une demande dans ce sens-là à l'hôpital Necker. Donc on est pieds et poings liés à Saint-Barthélemy, sachant qu'il y a quand même, on va pas se cacher, il y a quand même des fonds donc, sur l'île. Mais on se retrouve, nous, à donc, devoir faire des démarches, donc à aller voir donc, les attentes sociales, à aller voir les différents services, à demander même des rendez-vous à des élus. Certains, je ne vais pas dire certains élus, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac, mais à demander donc un rendez-vous à un élu particulièrement. Et l'élu en question, nous attendons toujours un rendez-vous avec cet élu, donc assez compliqué, qui est élu, qui est responsable plus ou moins de la santé. Donc on demande des réponses aujourd'hui, savoir pourquoi en fait on n'a pas ces rendez-vous, on n'a pas tout ça qu'on a. Voilà. Donc ça devient bien triste. Est-ce qu'il y aurait-il pas des logements ou voire à l'avenir acheter des logements sur la Guadeloupe? Parce qu'en fait, je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir des soins tous les mois sur la Guadeloupe, et qu'ils puissent avoir un logement qui peut accueillir les gens de Saint-Barth, comme Saint-Martin, quand on est prêt pour aller accoucher, qu'il y a ces logements qu'il y a sur Saint-Martin. Pourquoi il n'y a pas la même chose sur la Guadeloupe, sachant que la Guadeloupe est plus développée que Saint-Martin?
Ça fait partie des choses qui sont en réflexion, recherche, entre guillemets. Aussi bien sur Saint-Martin que sur la Guadeloupe. Alors sur Saint-Martin, c'est vrai que aujourd'hui, l'HAD a 2 logements, je crois, qu'il loue à tarif préférentiel, on va dire. Il y a aussi une prise en charge sur la question des accouchements. Néanmoins, c'est pas assez parce qu'on a trop de situations où on est contraint sur les heures de rendez-vous parce qu'on veut faire l'aller-retour dans la journée. Donc, il faut pas que ce soit avant 11h le matin, il faut pas que ce soit après 14h l'après-midi. Donc, forcément, on se retrouve très souvent à devoir passer une nuit avant ou après à Saint-Martin. Donc, l'idée est d'avoir 1 ou 2 logements, idéalement plutôt à proximité du centre hospitalier Louis-Constant Fleming, pour que ça puisse servir à la population de Saint-Barthélemy. Et la réflexion est la même sur la Guadeloupe. Alors il y a eu une première prise de contact avec le docteur Sainte-Luce, qui vient d'ouvrir un centre sur Saint-Martin et qui a aussi un centre en Guadeloupe et qui fait aussi de l'hébergement. Donc on est en train de regarder, à défaut d'acheter dans un premier temps, comment on pourrait mettre en place un partenariat sur ces 2 établissements. Mais effectivement, dès qu'on a la possibilité d'acheter quelque chose et la ligne financière qui va avec, évidemment, au niveau du budget, l'idée reste de pouvoir accompagner aussi sur cette forme. Alors des logements qui pourraient être mis en gestion, certainement, alors soit à l'HAD, soit à quelqu'un d'autre, mais en tout cas, d'avoir cette possibilité en plus sur du court séjour. Alors, pas forcément comme c'est fait sur les accouchements, parce que si on achète des logements et qu'on les immobilise entre guillemets pendant 3 semaines, 1 mois à chaque fois, ça peut être vite embouteillé et compliqué. Mais par contre, voilà, sur du court séjour, d'1 nuit, 2 nuits, 1 semaine éventuellement, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Bon, ça c'est une vraie piste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose ou partir sur un autre sujet ? Je vais rajouter encore une John. petite chose, donc, à savoir au niveau de l'agence Panchard qui est située en Guadeloupe. Je voudrais savoir pourquoi, en fait, ce n'est pas une agence locale qui gère les bons de transport qui sont validés par la CPS. Ce sont des marchés. Donc il y a une agence qui remporte le marché et qui du coup le gère. C'est comme nous à la collectivité quand on doit faire des déplacements. Quand on met tout en global, la somme est suffisamment importante ou trop importante pour passer en direct. Donc derrière, il faut contracter avec quelqu'un qui derrière a la charge de gérer tous les billets. C'est quand même dommage parce que c'est nous qui se déplaçons le plus. Ça devrait rester ici en fait. Oui, alors c'est dommage. On a le cas sur plein d'autres choses. Je pense par exemple, justement, on a déjà un petit peu parlé de l'IME et de la masse. Typiquement, ce sont des appels à candidature qui se font sur Saint-Barth et Saint-Martin. Donc ensuite, vous avez une personne qui est sélectionnée. Alors, si tout est parfait, dans un monde parfait, voilà, c'est la meilleure réponse pour Saint-Barth et pour Saint-Martin. Mais très souvent, ça va être mieux pour un que pour l'autre. Et du coup, la deuxième île se retrouve en difficulté. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on remonte assez régulièrement, de dire prenons un petit peu plus d'autonomie à ce niveau-là. Alors pas forcément d'autonomie pour qu'on le fasse nous-mêmes, mais en tout cas de prendre en considération le fait que Saint-Barth et Saint-Martin, ce sont 2 îles différentes, ce sont des besoins qui sont différents. Ce sont aussi des situations pour aller d'une à l'autre qui ne sont pas simples, parce que si c'est géré au niveau administratif, comme de faire un Paris-Versailles. Non, entre Paris et Versailles, c'est beaucoup plus simple de faire le trajet qu'entre Saint-Barth et Saint-Martin, où vous devez prendre soit le bateau, soit l'avion, et donc forcément avec toutes les contraintes que ça peut représenter. Merci, Monsieur le Président. Non ? Pardon. J'ai rien à toucher. Bonsoir à tous et à toutes. Bon, moi, je ne suis pas très amie avec le micro, alors vous m'excuserez d'avant s'il y a des lapsus. Donc, moi, je suis mère d'un jeune adulte maintenant de bientôt 22 ans, qui est né, je suis originaire de Lille, qui est né il y a 22 ans, mais à 5 mois de grossesse, donc pour un poids de 600 grammes. Aujourd'hui, on parle d'handicap, on va dire un peu sans tabou, mais il y a quelques années en arrière, même le mot handicap, donc il y a beaucoup de négatifs, c'est vrai, mais il y a aussi du positif. Donc quand les choses ne sont pas bien, il faut le dire, mais quand les choses vont de l'avant, il faut savoir le dire aussi. Donc moi, au fil des années, je pense que petit à petit, l'handicap est un peu plus ouvert sur Saint-Barthélemy et
le président, les élus, je suis sûre qu'ils sont là à l'écoute et ça va de mieux en mieux. Il faut laisser le temps. En métropole, je ne suis pas sûre que tout va comme ça d'un claquement de doigts non plus. Hein. Ah non, non, non. Donc voilà, moi c'est mon avis personnel, je le vis au quotidien. Mon fils en chaise roulante, je le vis au quotidien. Donc il faut garder espoir. Là, il y a la... Je comprends très bien, hein, je ressens votre douleur dans ce que je vis au quotidien. Mais il faut voir le positif aussi, parce qu'il y en a du positif. Même si c'est dur, il faut se lever tous les matins et continuer de l'avant. Donc monsieur, je vous voyais pleurer tout à l'heure, ça me touche vraiment. Mais continuez à vous lever le matin. Le soleil se lève chaque matin. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et nous avons la chance d'être une petite île, c'est sûr. Nous n'avons pas des structures comme ailleurs, mais il y a quand même de bons professionnels. Il y a des choses à faire, mais je pense que ça ira petit à petit. Moi, c'est mon avis personnel. Merci. Je te remercie. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Merci. Non? Oui, Amandine. Je disais peut-être un point d'information sur les dispositifs existants sur Saint-Barthélemy, justement, concernant et l'inclusion, mais également l'accompagnement du quotidien des personnes en situation de handicap. Comme l'a précisé tout à l'heure Aurélie Garrigue, on a dans un premier temps la phase diagnostic pour les enfants qui est portée par l'association Coralita, qui est autorisée pour 4 places. Voilà, donc réalisation diagnostique et accompagnement des enfants. 4 places, c'est très peu. Puisqu'on sait que la phase de diagnostic, c'est quand même, j'allais dire, donner des chances, hein, à partir du moment où le diagnostic est posé, de pouvoir proposer un accompagnement qui suit. Voilà, on a la chance d'avoir aussi l'intervention du docteur Evol de l'association EMA qui vient 3 fois dans l'année et qui peut également procéder à cette phase de diagnostic pour permettre l'accompagnement des enfants au plus tôt. Ensuite, nous avons 2 structures, le CESAD qui accompagne des enfants âgés de 0 à 20 ans, qui a une autorisation de 7 places. Donc le CESAD intervient sur les lieux de vie de l'enfant, au domicile, auprès des écoles, pour permettre justement de proposer des rééducations. C'est un dispositif qui nécessite une notification de la MTPH, au même titre que l'IME. L'IME, pour lui, accueille donc des enfants de 3 à 20 ans. C'est l'association OVE Caraïbes qui a la gestion de cette IME, qui est autorisée pour 12 places. Donc à l'heure actuelle, on a 8 places qui sont installées, enfin l'accueil de 7 enfants, si je ne dis pas de bêtises. Pour pouvoir permettre un suivi médical, psychologique, un parcours pédagogique. Hein, c'est la petite différence d'un CESAD. On a l'accompagnement pédagogique en plus avec un enseignant spécialisé qui intervient au sein de l'IME. Et une aide donc à l'insertion professionnelle pour les plus grands. Là, ce sont les dispositifs enfants. Concernant les dispositifs adultes, on a un SAMSA qui est porté par l'association Coralita, qui est autorisé pour 4 places. Donc les missions du SAMSA, c'est de contribuer à la réalisation du projet de vie par un accompagnement adapté, en lien avec justement le projet personnel, on va dire, de la personne en situation de handicap. Donc il y a une assistance, un accompagnement dans la vie du quotidien qui est apporté. Là c'est pareil, je rappelle que ce sont uniquement 4 places, alors qu'on a vu qu'on avait quand même des besoins au niveau d'accompagnement des adultes. On a la masse portée par l'association OVE Caraïbes qui va, j'allais dire, s'ouvrir très prochainement. Dans cette attente, il y a une intervention masse hors les murs, donc maison d'accueil spécialisée, avec des interventions qui devraient se mettre en place au sein du domicile des personnes. Et dans cette attente, une aide au répit aussi qui est déployée pour l'instant sous la forme, on va dire, d'une aide financière au répit par la prise en charge des rééducations déjà existantes et mises en place par les familles. Voilà. Pour plus de renseignements, pour pouvoir bénéficier de cette prise en charge, moi je vous invite à vous rapprocher de l'association
au VE Caraïbes. Et également donc un dispositif d'accompagnement, enfin d'emploi accompagné, DEA, sur la situation d'emploi qui va se mettre en place. On est en train de travailler également par la mise en place de dispositifs de répit qu'on espère pouvoir proposer très prochainement. Des petites brochures et communications seront faites par l'ensemble des partenaires et acteurs de ces dispositifs, et après peut-être voir si on peut les mettre sur le site de la collectivité pour que chacun ait la bonne information des dispositifs existants, comment on les saisit. Pour rappel, oui, je n'ai pas précisé que tous les dispositifs adultes, SAMSA, MAS, et également DAE, donc dispositif d'emploi accompagné, passent par une notification de la MTPH. Voilà, il faut faire un dossier auprès de la MTPH. Après, pour ceux qui ne connaissent pas bien le principe, le dossier est téléchargeable sur le site de la collectivité. Il suffit de le renseigner, de le déposer auprès du centre médico-social. À la suite de ça, il y aura une évaluation par un médecin qui sera faite. S'il y a besoin d'un accompagnement, des questions ou même un accompagnement à la constitution du dossier, vous pouvez contacter Aurélie Gary, qui est notre chargée de mission handicap. Et ensuite, une commission CDAPH est tenue pour valider les demandes qui ont été faites. Ces demandes peuvent être des demandes d'orientation, des demandes aussi de prestations. Mais on vous mettra toute cette communication, toutes ces informations sur le site de la collectivité pour avoir une vision bien claire. Et après, en cas de questionnement, vous pouvez contacter le centre médico-social qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et je insiste sur le fait de venir nombreux sur les futurs travaux du schéma territorial qui vont se mettre en place. On compte sur votre participation et également sur votre vision et votre vécu du quotidien, puisque nous, ça nous permet également de faire remonter ces difficultés et de pouvoir construire ensemble des solutions adaptées aux besoins, quel que soit le handicap. Voilà, je laisse la parole à... Merci Amandine. C'est clair, donc le site de la collectivité, vous renseignez, centre médico-social, voilà, tout le monde est là pour vous accueillir si vous avez besoin. Et puis ensuite, ça suit son cours. Merci, je te laisse la parole. J'avais juste une question, est-ce qu'on a les listes d'attente, le nombre de personnes qui sont en liste d'attente pour tous ces établissements ? Je pense qu'Aurélie aurait été la mieux placée pour répondre parce qu'on a en effet liste d'attente. Je ne sais pas si elles sont complètes sur tous les établissements. Alors l'IME donc, peut avoir de nouveaux bénéficiaires. Sur le CAMS, donc, il y a actuellement 4 enfants suivis, 5 qui sont en liste d'attente maintenant. Le CESAD, c'est la situation la plus problématique. On a 7 places. 19 notifications, sachant que sur ces notifications, il faut un petit peu pondérer, puisque certains sont pris en charge maintenant dans d'autres dispositifs, mais on en a vraiment 5 qui poussent très fort. Par rapport au SAMSA, là, on a quand même une difficulté qu'on est en train de travailler. Qu'on est en train de travailler avec l'équipe du SAMSA, c'est-à-dire qu'ici on notifie, mais ensuite les personnes en situation de handicap doivent faire les démarches vers Saint-Martin, doivent eux-mêmes téléphoner, prendre rendez-vous, aller à Saint-Martin. Ça ne marche pas. On en a parlé parce qu'il y a plein de raisons qui font que ça ne marche pas. Et donc la solution qui est en train d'être mise en place, c'est que l'assistante sociale du SAMSA puisse venir une fois par mois pour rencontrer nos personnes notifiées. Parce que là aussi, on a 4 places, 5 places, j'ai un gros doute, 4 places, une jeune femme qui est actuellement suivie. Et on a une dizaine de notifications, mais qui n'ont pas abouti parce que justement la situation est assez complexe. Oui, 3 places vacantes. Mais alors qu'il y en a 10 en attente. Voilà, faussement vacantes. Enfin, bon, là, il y a un truc qui se met pas en place. Encore une fois, c'est quand même relativement récent. Donc, je pense qu'on est dans la phase de réajustement de la mise en place. Et enfin, pour la masse, donc on a deux familles qui attendent vraiment de façon très, très impatiente cette ouverture. Après, les besoins, donc il y a
Des notifications, il y en a 7 ou 8. Mais par contre, là, les choses vont être à retravailler à partir du moment où la masse va être ouverte, puisque forcément, certaines familles vont certainement s'emparer de ce dispositif pour mettre en place à nouveau des demandes de notification. Voilà. On est dans des dispositifs tout jeunes encore, donc il faut aussi le temps que ça puisse s'installer et se faire connaître. Même chose, Amandine a parlé du dispositif emploi adapté. La LEFPA arrive sur le territoire là très récemment. C'est en place depuis 1 mois ou 2. Donc voilà, le temps que ça puisse bien fonctionner, forcément, il faut une période de rodage et d'ajustement. Merci. Oui, je te laisse. Vas-y. Non plus. Bonsoir. Présente-toi. Je suis Ghislaine, je suis éducatrice spécialisée. Très bien. Je voulais amener un petit complément pour le CAMS. Il y a 4 places où les enfants sont suivis de manière hebdomadaire. Et à côté de ça, il peut y avoir des enfants qui sont en bilan, donc bilan, diagnostic et orientation, donc en plus des 4 places. Mais il faut toujours s'adresser à Saint-Martin quand même, au niveau du secrétariat. Autre chose à rajouter ? Non, juste que là, on voit aussi toute une difficulté administrative, alors qui ne repose pas forcément que sur Saint-Barthélemy, mais de réussir à, on parlait de cases tout à l'heure, mais voilà, de réussir à faire en sorte que quand il y a des moyens qui sont là, on soit capable de les mobiliser. Alors, je me permets de prendre ton exemple, Aurélie, où voilà, quand Aurélie est arrivée en collectivité, l'idée et la volonté était qu'elle puisse faire ce qu'elle faisait déjà en France, c'est-à-dire aussi bien travailler pour la collectivité et suivre les dossiers, que d'accompagner aussi à l'IME. Et on s'est retrouvé face à une fin de non-recevoir de l'éducation nationale, d'un peu tout le monde, non, réglementairement, ce n'est pas possible. Donc, comment on peut imaginer que dans un sens, en venant de l'éducation nationale, on puisse travailler en collectivité, mais qu'à l'inverse, en travaillant en collectivité, on ne puisse pas travailler sur une IME, sur une structure d'accompagnement. Ça fait quelques mois maintenant, un an, je ne sais plus exactement depuis combien de temps tu es là. Je ne comprends toujours pas. Je ne suis toujours pas capable d'amener une réponse. Alors, ça n'empêche pas de continuer le travail et de continuer de chercher des solutions, mais on voit que de faire bouger certaines choses, alors qu'ils sont juste du simple pragmatisme, on se retrouve bloqué alors qu'il y a des solutions qui existent et on est confronté à ça, on est confronté à des places qui sont potentiellement disponibles et sur lesquelles on n'arrive pas à mobiliser. Ensuite, évidemment, il y a la question sur Saint-Barthélemy qui revient en permanence, qui est la question du logement, et là aussi, je peux que faire un appel aux propriétaires pour essayer d'être aussi bienveillant que possible, voilà, sur certains métiers, sur certains besoins qu'on peut rencontrer, et notamment sur l'accompagnement du handicap, pour prendre en considération et se dire que c'est peut-être des cas de figure où on doit essayer de faire un effort et être, alors plus raisonnable, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas plus aidant pour permettre de faire fonctionner aussi le système. Et l'autre chose qu'on a un petit peu touché du bout du doigt, et on le voit, on parle des personnes en situation de handicap, mais il y a aussi la difficulté qui est vécue par les accompagnants. Donc il y a petit à petit des choses qui se mettent en place pour le fameux droit au répit. Et on le voit, on navigue entre désespoir et en même temps combativité. Je vois Olivia, qui est, je pense, une des rares personnes qui est capable, en sortant de réunion, de pleurer en souriant. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à faire ça, mais c'est vrai que on voit qu'il y a aussi ce besoin de pouvoir respirer de temps en temps, et c'est pas moins aimer la personne qu'on a en charge au quotidien, c'est simplement que de temps en temps de faire une pause. Ça permet d'être plus disponible par la suite, de mieux réagir, de mieux accompagner, et c'est aussi extrêmement important. Et là aussi, tant qu'à faire, on est là, et puis il y a les caméras, donc on peut faire un appel, de se dire que l'accompagnement, le répit, ça peut passer des fois par quelqu'un qui vous donne un coup de main sur un repas, qui va venir passer quelques heures. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des associations pour pouvoir aussi proposer. On n'est pas que sur du financier en permanence. La question du temps est aussi quelque chose qui est important. Et puis si on doit être sur le côté financier, s'il y a des établissements qui nous écoutent, que ce soit des restaurants, des spas, quel que soit, pourquoi pas proposer aussi en collaboration avec la DTCS de mettre en place certaines choses, certaines aides qui pourraient permettre aux uns aux autres de sortir plus facilement, d'avoir un temps de repos moins coûteux sur l'île. Ça peut être intéressant. Et par rapport aux documents, on regardera aussi pour mettre en place et publier la définition de tous les acronymes, parce qu'on en nomme beaucoup ce soir, et je pense que
les non-initiés doivent se demander de temps en temps de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler tous, parce que voilà, il y a beaucoup d'acronymes, et y compris dans le social. Donc on regardera en lien, en publication, etc. pour faire un petit mémo pour tout le monde, pour continuer aussi d'apprendre et de mieux comprendre. Merci, Monsieur le Président. La bouteille a été jetée à la mer, donc j'espère que le message passera. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer ? Oui. Je veux juste rajouter qu'en plus, dans les métiers du médico-social, les salaires sont vraiment pas très élevés. Ça, c'est inhérent aux grilles salariales. Donc, c'est pour ça que les gestes pour les logements, les hébergements sont d'autant plus appréciables. Merci Aurélie, c'est bien passé. Quelqu'un d'autre, Amandine, tu voulais rajouter quelque chose peut-être, non ? Alors peut-être pour rebondir en effet sur les aides au répit, il y a quand même des choses qui existent. On peut citer l'association Andy-Relais qui fait beaucoup avec les tickets restaurants, les tickets répit justement, les tickets répit qui permet aux aidants familiaux de pouvoir en effet profiter de quelques moments de bien-être. Donc en effet, s'il y a des entreprises qui veulent se rapprocher de l'association pour contribuer à augmenter ces moments de bien-être, en effet, sont les bienvenus. On travaille aussi à l'heure actuelle avec l'association Alefpa pour déployer ce qui se fait sur la métropole, qui est non pas que sur la métropole, d'ailleurs ceci dit, qui se fait également à l'échelle régionale de la Guadeloupe, qui est ce qu'on appelle les plateformes 360, qui est aussi une aide au répit, puisque quelque part c'est de pouvoir rassembler les professionnels sur des situations complexes et ensemble trouver des solutions, ce qui peut apporter du répit aux familles qui sont sans arrêt en train de rechercher quels seraient les dispositifs adaptés à leurs besoins. Donc voilà. Quelque part, c'est aussi un répit mental que de pouvoir soulager les familles en rassemblant les acteurs et trouver entre eux des solutions. Et également, donc, on a la fameuse plateforme de répit portée par OVE Caraïbes que je citais tout à l'heure, mais à faire préciser sur le fonctionnement, puisque c'est tout nouveau et ça se met en place. Voilà, tout ce que je souhaitais rajouter. À l'EFPA, ça existe depuis un moment, si je ne me trompe pas, oui, mais pas vraiment à Saint-Barthélemy, c'est ça que tu veux dire effet, voilà. C'est ça, à la base, donc, comme beaucoup, j'allais dire, finalement, d'associations, il n'y en a pas, à part Andy-Relais, mais qui est une association d'accompagnement des familles. Sur les associations propres d'opérateurs de dispositifs médico-sociaux, les associations sont portées soit sur la Guadeloupe, soit sur Saint-Martin, ce qui explique en effet la complexité de déploiement sur la collectivité de Saint-Barthélemy, ce qu'évoquait tout à l'heure notre président, M. Xavier Lédé. Voilà, la difficulté avec les transports, mais également par rapport aux besoins d'un territoire qui peuvent être différents d'un territoire à l'autre, de mise en place de ces dispositifs. Et vous avez pu voir aussi, quand même, on a très peu de places qui sont déployées par rapport à ce qui nécessiterait d'être mis en place. Voilà. Très bien, pardon. Moi, je voulais rajouter aussi quand même quelque chose, parce qu'on a beaucoup parlé des associations qui portent des projets, mais on a quand même sur le territoire des intervenants en libéral qui font un travail exceptionnel d'accompagnement des familles. Je pense que les familles tiennent aussi beaucoup grâce à ces professionnels. Donc voilà, c'est important de penser à eux aussi quand on parle du handicap. Ils ont un rôle qui est essentiel. Ils sont très 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 présents, très très accompagnants et voilà, vraiment des belles personnes, il ne faut pas les oublier. Oui, alors je fais partie également de l'association Andy-Relais et je voulais préciser pour les enfants ou les adultes, soit en IME, en SAMSA, en MAS, à mon niveau, enfin, je crois que ce n'est pas Saint-Barthélemy qui décide du nombre de places. C'est l'ARS. Donc, quand on dit qu'il y a tant d'enfants qui sont en liste d'attente, ce n'est pas, on ne peut pas faire la réclamation ici à Saint-Barth, puisque c'est l'ARS qui accorde le nombre de places dans toutes ces structures. Voilà. L'ARS en Guadeloupe, donc. Voilà. Très bien. C'est vrai que c'est tout le paradoxe. Ce sont des commissions localement qui évaluent les dossiers, qui ouvrent éventuellement des droits. Alors ça peut être aussi des droits, voilà, un accompagnement à l'école, ça peut être des droits pour du matériel.
Et on voit que derrière, c'est bien, on a une carte, on a un droit, mais qui nous amène au final pas grand-chose. Très bien. Fabrice, tu voulais dire quelque chose? Non, ça va pour toi? Non? Mélanie? Non? On arrête là ou on continue encore un peu ou... Ok, on continue encore un peu. On me fait signe en régie qu'il faut qu'il faut continuer encore un petit peu, développer. Bon, non. Développons. Après, non, les choses qui n'ont pas forcément été beaucoup évoquées ce soir, il y a la question des travaux. Donc on a évoqué l'IME et la MAS. Donc, sur Ansdécal, il y a eu une IME temporaire qui existe. Alors voilà, il y a des ajouts qui ont été faits. On doit être capable d'aller encore un peu plus loin en nombre de personnes accompagnées. Ça dépend évidemment des travaux, ça dépend ensuite. Xavier, excuse-moi, est-ce que tu pourrais ne pas utiliser le sigle pour que les personnes puissent comprendre qu'est-ce qu'une IME, qu'est-ce qu'une institut... Il va falloir juste que je me trompe pas, Institut médico-éducatif, Voilà. donc qui est destiné à accueillir les jeunes en situation de handicap, les enfants en situation de handicap, et où d'ailleurs j'invite chacun, si l'occasion se présente, à aller y faire un tour parce que c'est impressionnant dans tous les sens du terme. C'est impressionnant de voir le travail qui est fait. C'est aussi, faut pas se cacher, on parle de choses qui sont cachées, qui ne sont pas sues. Quand on n'a pas l'habitude, c'est aussi assez surprenant de se retrouver face à une série d'enfants qui ont des handicaps divers et variés et de voir ce que ça peut représenter au quotidien et pour les parents et pour les personnes qui les suivent au sein de cet institut. Mais donc voilà, il y a cette capacité à avoir un peu plus de place qui dépend aussi du partenaire et de sa capacité à avoir plus de personnel pour accueillir et poursuivre. L'autre partie de ce projet qui est la maison d'accueil spécialisée, c'est toujours bon, c'est bien ça l'acronyme. Donc la fameuse MAS dont on parlait, qui est du coup l'étape d'après quand on devient adulte. Donc pour le moment, effectivement, rien n'a encore été ouvert. Il y avait un projet au départ qui était d'avoir une MAS hors les murs, comme ça, c'est-à-dire un bureau d'accueil pour l'association, et ensuite la capacité à se projeter à l'extérieur, chez les uns ou les autres, pour accompagner. On espère que les choses vont avancer. Donc le projet aujourd'hui, comme je l'ai dit, il sera sur Saint-Jean. Néanmoins, le temps que tout soit construit, nous sommes en train de travailler pour une structure temporaire, là aussi, sur Lorient. Donc les dernières démarches administratives sont en cours et on a espoir que ça puisse maintenant ouvrir assez rapidement, ou en tout cas bien avant la fin de l'année si tout va bien. Et donc le projet définitif, lui, est en cours de travail. Donc il a été repensé par rapport à ce qui avait été vu au départ sur le site d'Ansdécal pour diverses raisons, que ce soit en termes pratiques, que ce soit aussi en écoutant les familles et les interrogations ou inquiétudes qu'elles pouvaient avoir sur le site de Saint-Jean. Donc forcément, ça a remis du temps et ça, malheureusement, on aimerait toujours que ça aille plus vite et ça pourrait aller plus vite. Soit-il que aujourd'hui, le projet est plutôt abouti. Les premiers coups de pelle devraient arriver assez prochainement, en commençant par la dépollution du sol. Donc c'est sur le terrain qui est juste derrière nous, là où il y avait le stockage de voitures et d'épaves il y a quelque temps. Et donc ce projet va essayer de répondre justement à un maximum de besoins, non seulement ces deux structures, mais aussi plusieurs autres, pour répondre aux besoins des associations, pour répondre aux besoins de logement aussi. Il y a 3 ou 4 logements de mémoire qui sont prévus sur le projet, 4. Et donc voilà, tout ça va se lancer et ça sera une étape évidemment cruciale et indispensable pour que les choses puissent avancer, pour avoir une offre qui soit meilleure, même si encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y aura de la place pour tout le monde, mais ça sera encore une fois une nouvelle étape de passer dans l'accompagnement. En tout cas, on y avance et on y travaille. À toi, John. Moi, j'aimerais savoir, en fait, par rapport à ma problématique, demain, j'ai un rendez-vous donc, au CAMS. Donc, on se retrouve dans la même problématique que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, j'y vais à mes frais. Pour une journée, un aller-retour. Le 25, j'ai un rendez-vous en Guadeloupe. Une personne associée à notre billet d'avion, un des parents. Le deuxième, qu'est-ce qu'on fait? Au mois d'août, c'est la même chose. En fait, il faut me trouver des solutions. Il faut me trouver des solutions et ça va être, à savoir, le petit, il a un planning
jusqu'à plus de sa majorité, à aller en Guadeloupe. Donc on fait comment? Trouvez-moi les solutions. Le point est bien noté et on va regarder notamment sur l'arrière. Alors comme j'ai dit au début, hein, ça fait pas loin de 4 ans qu'on travaille avec l'ADOM. Alors l'ADOM, c'est fait partie, on va dire, c'est un service, on va dire, du ministère des Outre-mer et qui est le service qui fait tout l'accompagnement des ultramarins sur les études. Et donc une des pistes qui est travaillée, c'est de voir comment ce service pourrait aussi accompagner sur les déplacements médicaux. Alors que ce soit sur un deuxième parent accompagnant dont on parlait, parce que évidemment, encore une fois, comme on l'a dit, hein, vous avez un petit qui a quelques mois, qui a quelques années. Il est assez logique que les 2 parents partent accompagner et que les 2 parents puissent être là, que ce soit en soutien, que ce soit aussi pour justement le répit dont on parlait. Et effectivement, tout ça n'est pas pris en charge. Donc, on va continuer ce travail avec l'ADOM, mais en parallèle, on va regarder dès demain les capacités qu'on pourrait mettre en place. Alors, soit avec un accompagnement partiel, peut-être en passant des accords avec les compagnies aériennes pour voir comment la collectivité pourrait voir quel est le dossier à mettre en place, mais pourrait prendre au moins une partie en charge. On va essayer de regarder comment mieux accompagner. J'ai pas une réponse claire et nette ce soir, mais il faut qu'on puisse trouver des solutions parce que si on attend juste sur les autres, on risque d'attendre encore longtemps. Et jusqu'à maintenant, justement, les factures s'accumulent et en fait, nous, on est là pour la santé des enfants. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on fait les choses. Bien noté. Merci. Merci, John. J'allais juste faire une suggestion pour pouvoir vous proposer quelque chose de concret. Peut-être un rendez-vous juste après, quand on aura terminé, directement avec le service et l'élu, justement, dont vous avez parlé, et le président. Comme ça permettra de vous donner en moins une perspective avec un suivi. Bon, là, je ne veux pas imposer au service une date, mais au moins, si à la fin, il peut vous proposer un rendez-vous et qu'on peut vous recevoir pour pouvoir discuter davantage de ce sujet et vraiment voir comment on peut vous accompagner. Ce qui est possible, parce que la problématique, c'est qu'aujourd'hui, si on apprend quelque chose aujourd'hui en avril, nous, en tant qu'élus, même si on pense à des politiques et des moyens d'accompagner, ça peut prendre plusieurs mois. Ça aussi, donc le plus tôt sera le mieux, parce que comme tu l'as dit, tu as tout un parcours de vie pour pouvoir accompagner tes enfants. Et l'idée aujourd'hui, c'est de savoir comment nous, on peut le faire au mieux avec ce qu'on a aujourd'hui et les contraintes aussi qu'on a. C'est que la problématique fait que la sonnette d'alarme a été tirée depuis bien longtemps. Donc octobre, premier départ pour les premiers rendez-vous. Novembre, et à savoir, comme je vous dis, quand on part pour une semaine. Rendez-vous le mardi, rendez-vous le jeudi. Et le problème fait que on nous dit, associé à ces frais, les frais qu'on engage ne sont pas au niveau de la santé de l'enfant. Donc à ce moment-là, on nous fait comprendre, débrouillez-vous. Et un rendez-vous le mardi, donc il faut être là la veille, donc il faut trouver un logement. Le deuxième rendez-vous le jeudi, donc il faut être présent. Jeudi après-midi, donc possibilité de reprendre un vol que le vendredi. Donc une semaine à chaque fois qu'on part en Guadeloupe. Donc il faut vraiment trouver quelque chose. En tout cas, vous avez trouvé des élus à l'écoute et on s'engage à prendre rendez-vous pour pouvoir mettre à place ce qu'il est possible de faire, en tout cas dans quel délai, et vous apporter une perspective, une meilleure perspective que ce que vous avez eu pour l'instant. Merci. Juste, c'est une situation, mais c'est vrai que les équipes du CHU et du centre hospitalier essaient toujours quand même d'arranger les patients de Saint-Barth. Donc c'est vrai que de temps en temps, il y a plusieurs rendez-vous, mais on a quand même la chance d'avoir une écoute au niveau des soignants au CHU et au CH, et les radiologues, la même chose sur les imageries, ce qui nous permet quand même de faire des soins grâce à eux. Donc pour le côté soins, parce que c'est vrai que quand on parle de handicap, on parle de soins et de handicap en fait. C'est compliqué parce que le handicap joue sur toute la vie. Mais on a le soin qui est de la sécurité sociale, hein, donc c'est toujours cette problématique. Mais on a la chance d'avoir quand même une écoute des centres hospitaliers qui sont présents. Hein. Donc ça, je voulais aussi quand même le préciser, qu'on a quand même cette grande chance aussi bien d'être aussi accueillis à Necker en priorité, pour des soins de patients d'ici. Donc, là, je crois que ce que j'ai compris, c'est la difficulté qu'ils ont eue, oui. C'est qu'ils n'ont pas réussi à Necker à obtenir un contact qui leur permette en tout cas de
d'y aller avec leur enfant. Oui, après, on a quand même contact qu'on peut accompagner. On a quand même une grande chance parce que dans beaucoup de cas, on a quand même des prises en charge qui sont quand même privilégiées grâce à l'écoute des soignants qui nous permet des ouvertures sur des prises en charge de soins de tout type. Hein. Voilà. Comme la CPS. Oui, tu disais que la Guadeloupe ne répondait que... Oui, voilà. la Guadeloupe est très compliquée à joindre au téléphone. C'est comme la CPS, on n'y arrive pas hein, à les joindre au téléphone. Mais là, par exemple, on a un rendez-vous le 25. On n'a toujours pas la convocation. Et ça fait que la CPS, au bout d'un moment, ils ne vont pas accepter notre billet. Alors, on court derrière la Guadeloupe. Tous les jours, on appelle midi, soir, matin. Ils ne répondent pas. Alors ça, c'est compliqué aussi. Hein. C'est tout ça qui fait beaucoup pour nous. Mais il ne faut pas hésiter à faire remonter tout ça, parce que derrière, c'est que forcément, on peut aussi avoir les contacts. Quand je dis on, surtout les services ou même l'hôpital, pour remonter l'information, pour voir où est-ce que ça dysfonctionne et pour s'assurer qu'il y ait une réponse qui soit apportée. Par contre, je rejoins un peu tout le monde par ici. C'est que la Guadeloupe, ils ont été très réactifs. Saint-Martin, ils ont été très réactifs par rapport aux problématiques de mon bébé. Et que ce soit le CESAD, les assistances sociales, tout ça, ils ont été beaucoup à l'écoute. Franchement, merci parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. Parce que sinon, j'aurais baissé les bras et j'aurais dit non, je n'aurais pas pu aller plus loin que ça. Parce que ça a été très, 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 très compliqué au début. Et heureusement qu'il y avait tout le monde pour nous écouter. On continue toujours, mais on remercie déjà toutes les personnes qui nous ont beaucoup aidés. Et donc, comme Mélanie vient de le dire, donc on remercie vraiment donc, le CESAD, encore une fois, avec toutes les personnes qui y travaillent. On remercie aussi le docteur Caudron qui suit donc Joey. On remercie donc la collectivité parce qu'à savoir, ils nous écoutent aujourd'hui. On a réussi à plus ou moins trouver des ententes pour la suite du dossier des enfants. Donc on va voir comment ça va se passer par la suite. Et merci encore, merci à tous. Merci John, merci à vous. Merci d'être venu John et ta famille. Tu vois, c'est important de prendre la parole et c'est pour ça que ces rencontres ont lieu. Ça permet vraiment, lorsqu'il y a des problématiques, de les relever parce que forcément, dans le flot d'informations qui passent, même les élus, parfois, il y a des choses qui passent à travers. Et là, je crois que tout le monde a été sensibilisé sur ton cas. Donc, tu voulais rajouter quelque chose, pardon. Oui, je voulais rajouter que je trouve vraiment bien ce que vous faites ce soir. Et j'invite les autres parents qui restent un peu à l'écart avec ces problèmes-là, de se rapprocher au niveau du service social, qui sont là pour ça et qui chercheront un débouché, si j'ose dire. Mais je vous trouve très courageux et j'invite les autres parents à en faire de même. Voilà. L'acceptation d'un enfant en situation de handicap, c'est déjà, pour moi, en expérience, la moitié du chemin parcouru. Et le reste, ce sont les professionnels, les médecins et tout. Mais vous avez déjà fait de nombreux pas en avant. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre donc pour mon premier. Et maintenant, on est en plein dedans, donc merci. Voilà. Merci, on en reste là. Xavier, tu voulais conclure ou, si tu veux, juste un petit mot? Moi, j'ai déjà beaucoup parlé, mais juste merci à tous et notamment à vous qui êtes venus témoigner. Parce que voilà, ça remontre encore une fois que oui, il y a rien à cacher, il n'y a rien de honteux, bien au contraire. Et j'espère que vous ressentez plus l'admiration des uns et des autres face aux situations et face à ce que vous êtes capable de faire. Et cette volonté d'accompagner qui, je l'espère, sera de plus en plus grande de tout le monde. Alors je sais qu'il y a une course en fin de quinzaine et je crois qu'il y a environ 600 participants. Donc c'est très bien. C'est très bien, mais ce qui serait encore mieux, c'est que ces 600 participants, certes, viennent soutenir et puis marcher ou courir pendant plus ou moins 1 heure,
apporte une participation financière pour participer. Mais là aussi, si on avait sur ces 600 personnes, allez, on va pas être fou, mais ne serait-ce que 10% qui derrière viennent voir l'association et disent ben voilà, moi je suis prêt à donner 1 heure par mois, 1 heure tous les 2 mois, j'en sais rien, ben ça serait déjà quelque chose de très bien. Donc j'espère que cette rencontre permet aussi de mettre le doigt sur certaines choses qu'on veut pas toujours voir, mais qui sont aussi des réalités pour beaucoup de personnes, et que voilà, si ça peut aider, si ça peut accompagner à porter le message, et si ça peut faire avancer les choses, eh bien tant mieux, et puis on va continuer ce travail. Donc merci en tout cas à tous, merci beaucoup. Merci Monsieur le Président, merci à toutes et tous. Et comme tu l'as signalé Xavier, je vous rappelle que dimanche 12 avril, c'est la Handy Color, la marche. Donc à partir de 6h30 du matin, on part d'ici du stade, on va à Gustavia et on revient. Donc ça va être la fête, comme tu l'as dit, il y a 600 personnes à peu près. Donc si vous voulez soutenir les marcheurs, les gens qui accompagnent, donc vous êtes bien évidemment les bienvenus. Merci encore, très belle soirée à toutes et tous, merci.